Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, je vais vous présenter Jamal Alilesh, un militant des droits de l'homme, qui a vu l'émission d'hier sur la circulation automobile et qui m'a contacté après pour me raconter une histoire. Je lui ai proposé de venir vous la raconter lui-même, vous ferez une idée. Je voulais aussi vous signaler que pour de nombreuses gens qui essayent de me contacter, nous avons un mail que nous affichons ici, sur lequel vous pourriez nous écrire, nous parler d'affaires éventuelles, nous signaler des scandales éventuels ou peut-être votre souhait de participer à cette émission pour exprimer votre avis, votre opinion. Voilà. Donc, Jamal Alilesh, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité, M. Jamal. Merci, Jamal. Alors, si Jamal, raconte-nous un peu cette histoire qui est arrivée à votre fille. Ben voilà, justement, avant de commencer ma petite histoire, la petite mésaventure qu'a vécue ma fille le 21 janvier, hier déjà, il y a eu 3 accidents au niveau de la Bretagne qui est Ben Aknoun pour aller vers Club d'État. C'est toujours à cet endroit qu'il y a des accidents, et souvent des accidents graves pour excès de vitesse. Mais ceux qui habitent au Club d'État, bien sûr, ont de grosses voitures. Alors, ils ne contrôlent pas la vitesse. Et généralement, quand ils font un accident, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas, sachant que l'impunité est garantie. Alors, pour l'histoire que j'ai eu à vivre moi, il y avait une sorte de Mercedes, ce qu'elle a reconnu, ma fille, qui venait par l'arrière. Elle l'a heurté. Mercedes blindée, de couleur claire. Nous savons très bien qu'en Algérie, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste quelques-unes. Donc, pour certains, ceux qui connaissent le milieu politique ou politique ou bien le milieu militaire, c'est-à-dire ceux qui connaissent l'oligarchie qui dirige ce pays, savent à peu près à qui appartient ce véhicule. Il a heurté le véhicule de ma fille par derrière. Alors, elle a fait plusieurs tonneaux. Donc, il l'a laissé et se sauver vers le départ. Et juste au carrefour, il y a toujours 1 ou 2 motards de faction. Alors, quand on a demandé à ces motards, est-ce que vous avez pu relever la plaque, le matricule du véhicule qui a fait l'accident, parce qu'il l'a projeté sur un autre véhicule qui lui aussi a eu son véhicule réformé. Donc, il a fait 2 accidents et il s'est sauvé vers Club d'État. Le motard n'a pas pu relever, a dit qu'il n'a pas pu arriver, il lui a couru derrière sans y arriver. Ça, c'est impossible pour un motard. Nous savons très bien que la moto est toujours plus rapide que le véhicule. Il aurait pu relever le matricule. Et lorsque nous avons été, là où a été transporté le véhicule, à la brigade motorisée de Zeralda, alors j'ai demandé, enfin on a demandé le chef de brigade de nous donner le matricule de ce bonhomme, parce qu'on lui a dit que le motard l'a vu. Il a dit non, le motard l'a pas vu. Et j'ai essayé de contacter des gens qui travaillent dans la salle de trafic, sachant que c'est le DRS qui dirige cette salle de trafic et qui la contrôle. Les caméras qui sont là-bas, c'est le DRS qui les contrôle. Bah, je les suis. À force, j'ai fait mon enquête, bien sûr, je suis militant des droits de l'homme. Et je ne laisse pas passer des choses comme ça. Alors, sachant que c'est le DRS, j'ai essayé de contacter des gens que je connais et m'ont dit que c'est impossible d'avoir la... Alors, et pour le chef de brigade, je lui ai envoyé quelqu'un discrètement, un collègue, il lui a dit, c'est-à-dire, on en restera là, Jamal Alilesh, donc c'est clair, c'est une Mercedes blindée. Le gendarme a assisté à l'accident avant de se dédire. La salle de trafic qui est contrôlée par le DRS a refusé de donner l'identité de ce chauffard et on nous a signalé qu'il y a eu beaucoup d'accidents dans le genre provoqués par des gens qui habitent au Club des Pins, qui ne s'arrêtent pas, il leur suffit de rentrer au Club des Pins, ils deviennent introuvables. Voilà où on en est. Merci Jamal Alilesh, en espérant vous voir bientôt dans nos émissions. Encore une grosse affaire de corruption, de méga corruption, comme l'a qualifié le journal électronique TSA. Le seul média à avoir relayé cette affaire. On ne lui rendra jamais assez hommage
pour ce qu'il fait. On dira ce qu'on voudra de ce journal, que nous citons souvent dans nos top 3. Mais force est de lui reconnaître qu'il fait un vrai travail d'information et que jusqu'à preuve du contraire, il assume très bien sa vocation puisqu'il ouvre ses colonnes à des contributeurs qui appartiennent à des courants et des ancrages différents. Parmi les titres que nous citons aujourd'hui, qui traitent de cette grosse affaire de corruption, 2 sont de ce journal, en ligne, justement. Dans le reste de la presse algérienne, nous n'avons rien trouvé. Pas un article pour une si grosse affaire. C'est dire. Bien, revenons donc à cette sombre affaire. Nous apprenons donc que la Financia, la redoutable brigade italienne de lutte contre la corruption et le crime économique, a interpellé d'anciens dirigeants italiens de la société Agusta Westland, une filiale du constructeur aéronautique italien Finmeccanica, je ne prononce pas bien, pour corruption et faux en écriture comptable. Elle a procédé à des perquisitions en règle, une quarantaine, et à d'autres procédures sur les comptes de ses anciens cadres supérieurs qu'elle soupçonne d'avoir créé des caisses noires pour arroser des barons algériens et permettre ainsi à leur entreprise d'emporter le marché pour la livraison d'une centaine d'hélicoptères à l'armée, la gendarmerie, la police et la marine algérienne. Une centaine d'hélicoptères, certains dotés d'équipements ultra sophistiqués. Le marché aurait couvert une période de livraison entre 2009 et 2011. Et tous les appareils n'ont pas encore tous été livrés. Ce marché se chiffrerait à plusieurs centaines de millions de dollars. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. C'est à cette période, rappelons-le, que fut assassiné Ali Tounsi, le DGSN, le directeur général de la Sûreté nationale de l'époque. Giuseppe Orsi, l'ex-PDG de la société mère de cette filiale, qui est en cause aujourd'hui, et ce PDG, cette filiale qui a été épinglée, a déjà été condamné à la suite d'une autre enquête sur une autre affaire de corruption similaire pour enlever un marché de livraison de 12 hélicoptères, seulement pour une valeur d'environ 650 millions de dollars pour 12 hélicoptères. Reste donc à savoir ce qu'est le montant pour les 100 hélicoptères du marché algérien et de ce qu'aura été le montant de la corruption qui a été versé aux barons algériens. Mais il y a dans cette histoire comme une odeur de coup fourré. S'il ne fait aucun doute que ce genre d'acquisition est systématiquement soumis à des paiements de gros pots de vin. C'est le timing de cette affaire qui interpelle. Comme si quelqu'un, quelque part, avait vendu la mèche à la Financia italienne, qu'il avait mis ses limiers sur la piste de cette affaire, peut-être pour tenter de détourner l'attention sur celle-ci, et sur celles plutôt qui sont déjà sur le tapis, comme celle de Khalifa, de Sonatrach 1, de Sonatrach 2, etc., etc. Comme si quelqu'un cherchait à noyer le poisson de Farid Bjaoui, de Chakib Khalil et de tous les autres, ou comme si ceux qui sont sur le gris aujourd'hui avaient cherché à entraîner avec eux ceux qui n'ont pas encore été évoqués, encore moins inquiétés. Plus on est de fous et plus on rit. Est-ce que ça va être règlement de compte à hockey choral? La débâcle généralisée? Le début de la fin? Aujourd'hui, TSA, une société italienne d'armement soupçonnée de corruption en Algérie, par Samir Allam. All Huffington Post. La firme italienne Agusta Westland soupçonnée de corruption en Algérie. TSA. Agusta Westland, un contrat de fourniture de 100 hélicoptères à l'Algérie au cœur des soupçons de corruption par Tawfiq Abdelbari. Nous allons recevoir à présent au téléphone Jilali Hajjaj, porte-parole de l'Association algérienne de lutte contre la corruption, et en Skype, Brahim Younsi, président de l'UDM
et politologue. Gilali Hajjaj, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonjour. Bonjour Gilali. Alors, et voilà, encore une grosse affaire de corruption, ça n'en finit pas. On n'a pas le temps de comprendre l'une que l'autre surgit. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur celle-ci? Gilali Hajjaj. Nous l'avons perdu, nous essayons de le joindre de nouveau. Brahim Younsi est avec nous. Merci, c'est Brahim, d'être avec nous. Merci à vous. Alors, est-ce que ces révélations ne vous semblent pas quelque peu suspectes avant de parler de l'affaire en elle-même? Mais absolument. Je pense que d'autres affaires vont sortir. Certains sont en train de dénoncer les autres. Voilà, Il faut qu'il y en ait pour tous les clans. Voilà, plus on est de fous et plus on rit. Si l'on veut, mais nous pleurons entre-temps. Voilà, le malheur. Mais sinon, sur cette affaire, Brahim Younsi, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? C'est sûr qu'il y a une centaine d'hélicoptères, vous l'avez dit, commandés à Augusta Westland. C'est certains, plus d'une vingtaine d'hélicoptères ont déjà été livrés depuis un moment. D'autres sont en situation d'être livrés. Le contrat global est évalué, vous n'avez pas donné le montant, mais à plusieurs milliards de dollars, au moins 3 milliards de dollars. C'est Brahim, là, je vous arrête juste pour... Vous êtes sûr de ce chiffre? Environ 3 milliards de dollars. Globalement, oui. C'est incroyable. C'est un contrat de 3 milliards de dollars pour une centaine. Et il y a d'autres contrats qui ont été conclus avec la même entreprise et avec une entreprise française aussi sur des porte-hélicoptères. D'accord. Et on est certain que ces contrats ont été négociés avec les mêmes conditions, selon les mêmes conditions. Si on prend le chiffre, simplement le montant de 3 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est au moindre pourcentage, c'est-à-dire 10%. Oui. Généralement, on prend plus. Les Algériens demandent plus. On dit que pour les contrats d'armement, ça peut aller jusqu'à 20%. Exactement. Oui. Donc, mais nous allons diviser par 2, c'est-à-dire 10%. D'accord. 10% de 3 milliards, c'est 300 millions de dollars. Voilà. Ce n'est pas pour rien, Brahim Younsi, qu'ils sont milliardaires en dollars, ces gens-là. Mais absolument. Voilà. Mais absolument. Et ils se permettent d'acheter les plus belles villas dans le monde, aux États-Unis, oui, en Suisse et dans les pays du Golfe. Et au Venezuela, entre autres, au Mexique. Absolument. Partout dans le monde, oui. ils ont des biens. Si nous faisions... cette affaire est inclue là-dedans. Oui. En une quinzaine d'années, grâce bien sûr aux hydrocarbures, c'est globalement 1000 milliards. L'Algérie a disposé globalement de 1000 milliards de dollars. On dit que c'est à peu près 750 milliards de dollars. Globalement, c'est 1000 milliards. D'accord. Oui. C'est 1000 milliards, globalement. D'accord. Et nous allons faire les calculs. Les 3 plans Calquello moyennement ont été dotés de 250 milliards de dollars. Les 3? Tous les 3. Oui. J'ai mis une moyenne. Oui. Une moyenne de 250 milliards. Cela fait déjà 750 milliards de dollars. Oui. Si nous prenons sur la base de 750 milliards de dollars, et nous prenons encore une fois 10%, oui, cela fait 7 milliards 500 millions voilà. de dollars de détournés. Oui. C'est-à-dire le budget, 7 fois le budget de la Mauritanie. Voilà. De détourner. Oui, oui. 3 fois la part du lion. La part du lion. Absolument. Ouais. C'est 7 milliards 500 millions de dollars de détournés en 15 ans. Vous faites la même démonstration que celle de Brahimi, l'ex-premier ministre algérien, qui avait tablé 10% sur des dépenses globales qui se chiffraient à 260 milliards de dollars, et il avait lancé le pavé des fameux 26 milliards de dollars de prix. Mais restez avec nous, Brahim Younsi, nous allons recevoir Gilali Hajjaj, porte-parole de l'association algérienne de lutte contre la corruption.
Gilali Hajjaj, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Ah ben voilà, là j'espère qu'on va plus vous perdre. Alors, cette affaire, qu'est-ce que vous en pensez, Gilali Hajjaj? Allô? Alors, cette affaire qui vient d'être révélée par TSA, entre autres, sur l'affaire des 100 hélicoptères des fameux pots de vin que la Financia italienne est en train d'enquêter sur une corruption, sur une affaire de corruption des barons algériens par une société italienne. Une autre affaire. Ben, c'est-à-dire que malheureusement, encore une fois, malheureusement, ça n'est pas une surprise. Cela fait des années que notre association et beaucoup d'autres gens qui aiment ce pays, qui sont attachés à ce pays, qui luttent pour les libertés et pour la démocratie, ont tiré la sonnette d'alarme pour dire que le niveau de corruption atteint des sommets inégalés, j'allais dire, depuis qu'il y a eu cette embellie des prix du pétrole en 1999. Et donc, malheureusement, le système est tellement gangréné de l'intérieur qu'il ne faut rien attendre de ce système en matière non seulement de changement et en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Les chiffres que vous évoquiez sont malheureusement en deçà de la réalité. La catastrophe, c'est pire que cela. Et vous aviez tout à fait raison de dire que c'est connu que dans les secteurs des équipements liés à la sécurité, liés à l'armement, les taux de pourcentage de commission de pots de vin et de rétrocommission sont extrêmement élevés, dépassent allègrement les 20% et parfois atteignent les 20%. Ça c'est connu, c'est une des caractéristiques du niveau de la corruption dans ce secteur extrêmement sensible. Et l'Algérie... Mais Gilali Hajjaj... ces 15 dernières années, si vous permettez, l'Algérie ces 15 dernières années s'est distinguée malheureusement, parmi les 10 premiers ou les 12 premiers importateurs d'armement et d'équipements de sécurité. Et donc, ce secteur... Justement, Gilali Hajjaj, à ce sujet, on parle, il y a des sources, personne ne connaît le chiffre parce qu'il n'y a pas de statistiques en la matière, mais les observateurs parlent de 100 milliards de dollars d'acquisition d'armement et d'équipements militaires durant les 20 dernières années. 100 milliards de dollars. Est-ce que ce chiffre vous semble vraisemblable? Ah non, mais ça c'est tout à fait vraisemblable. Mais bien sûr, mais les chiffres sont connus. L'Institut d'études de l'armement de Stockholm et l'Institut aussi de Londres qui travaille sur ces questions-là donnent régulièrement chaque année les montants d'achat d'armement par l'Algérie et beaucoup d'autres pays dans le monde. Hein. On est dans cette fourchette-là, effectivement. C'est incroyable. Alors si c'est 20%, ça fait 20 milliards de dollars de pots de vin. Non. Je parle du secteur de l'armement en termes de volume financier d'importation d'armement et d'équipements de sécurité. N'oublions pas les équipements de sécurité. Oui, tout à fait. Ça aussi, ce sont des sommes faramineuses. On est sur les 15 dernières années sur à peu près 150 à 200 milliards de dollars d'achat. Vous m'en direz tant. Maintenant, c'est incroyable. 100 milliards de dollars par rapport à ce secteur-là, c'est extrêmement exagéré. Par contre, si l'on prend globalement les rentrées de recettes des hydrocarbures de 99 à 2004, on est dans les 1200-1300 milliards de dollars. Malheureusement, une bonne partie de cet argent a servi à de l'importation, tous secteurs confondus. Il est difficile d'avoir une idée précise, mais ce qui est sûr, et nous le disons depuis des années, dès que l'Algérie se lance dans des achats d'équipements de toutes sortes, il y a une faune d'intermédiaires qui, sur la scène internationale, se mobilise comme c'est pas possible et se rapproche des milieux des décideurs politiques, avec la particularité, effectivement, la crise de 2008, la crise financière mondiale de 2008 aidant, les propositions de corruption et de pots de vin sont légion. Alors, concernant plus particulièrement ce secteur de l'armement, la concurrence
est féroce. Il y a globalement 6 ou 7 fabricants mondiaux qui se concurrencent comme c'est pas possible. Et l'instrument de leur concurrence était essentiellement un instrument de corruption parce que globalement, techniquement et qualitativement, les équipements se valent. Donc c'est à celui, si vous voulez, globalement dans le secteur de la sécurité, de l'armement, les techniciens sont consultés pour choisir un équipement précis, pour avoir leur mot sur un équipement précis. Et par la suite, les décideurs politiques, les intermédiaires de ces décideurs, les intermédiaires sur le marché international, se mettent en contact et se mettent à négocier. Hein. Je ne dis pas que tous les marchés d'équipements de sécurité et de l'armement ces 15 dernières années sont entachés de corruption, mais c'est un secteur qui n'échappe pas aussi à ce phénomène. Alors, une information, c'est que la Guardia Finanza italienne a agi sur ordre de la justice. C'est-à-dire que dans ce secteur en particulier, et Augusta est connu déjà ces 20 dernières années pour avoir été épinglé dans des grandes affaires de corruption au niveau international. Alors, c'est la justice italienne qui a mandaté la Guardia Finanza parce qu'ils se sont aperçus qu'un certain nombre de dirigeants d'Augusta avaient bénéficié de rétrocommissions. Voilà. C'est comme ça se fait habituellement. C'est une pratique quasi normale, surtout en matière d'armement, où il y a le versement de commissions et de rétrocommissions. Ils s'arrosent les uns les autres. Une rétrocommission en question, comme dans l'affaire Saipem, voilà. Ça peut être uniquement des rétrocommissions qui bénéficient au financement des majorités politiques en place, comme c'est des rétrocommissions aussi qui bénéficient à des enrichissements. Ils vont directement dans des comptes bancaires privés. Restez avec nous, Djilali Hajjaj. Brahim Younsi, c'est tout de même incroyable. Vous avez entendu les chiffres de Djilali Hajjaj, ils sont ébouriffants pour le moins. Justement, je peux rectifier, parce que nous avons parlé tout à l'heure, sur 750 milliards, on avait dit 7 milliards 500 millions, erreur, c'est 75 milliards. Oui, en effet. Sur 10%. Ah, en effet, c'est incroyable. Hein. Donc, nous avons des gouvernants qui sont riches comme Crésus. Et oui. Mais sinon, Brahim Younsi, est-ce que nous devons attendre maintenant que les polices étrangères et les justices des autres pays nous règlent nos problèmes de corruption? Puisque chez nous, visiblement, la justice n'aura pas lieu. Elle ne se tiendra pas, elle ne rendra pas justice au peuple algérien et ces grands criminels, non seulement ils ne seront pas inquiétés, mais ils sont encore à la tête de l'État algérien, ce qu'ils appellent l'État algérien. Hélas, nous sommes obligés, en effet, d'attendre que les justices, que les étrangères fassent aujourd'hui le travail à notre place. Nous devons, quant à nous, dès qu'il y a une affaire qui éclate, de déposer plainte auprès de ces justices. On le voit, parce qu'il y a aussi, pour ce qui est de l'Italie, bien entendu, les dirigeants d'entreprises italiens qui sont impliqués dans ces affaires-là. Absolument, sinon ils ne s'en seraient pas mêlés, imaginez bien. Oui. Absolument, parce qu'ils rétrocèdent. Voilà, exactement. Et les commissions, comme l'a si bien dit M. Djilali Hajjaj. Ça se passe, c'est Djilali Hajjaj l'a dit excellemment, ça se passe dans l'ensemble des pays qui nous vendent des biens d'équipement militaires ou civils. C'est des sommes colossales qui sont en jeu, des sommes colossales. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas effectivement faire le travail parce que la justice algérienne n'existe pas, parce que la justice algérienne est sous les ordres du pouvoir exécutif. Donc, la moindre affaire, sauf à faire du cinéma ou à régler des comptes, comme nous voyons aujourd'hui avec les affaires Sonatrach et l'affaire Khalifa ou l'affaire de l'autoroute, où les décideurs, les vrais décideurs, ne sont pas dans le prétoire, ne sont pas devant la justice. Ce sont très souvent, bien entendu, des gens qui, nous ne connaissons pas les dossiers, mais qui sont
plus ou moins impliqués dans ces affaires-là. Ce sont en tout cas des lampistes qui sont devant la justice et non pas les décideurs. Aucun ministre n'est devant les juges. Mais est-ce qu'il y a un recours à ça? Est-ce que nous sommes obligés de rester comme ça, passifs, à assister à une telle forfaiture de cette justice qui n'est plus une institution, mais un appareil de nervis au service de gens qui lui lancent des injonctions, qui rend des verdicts connus à l'avance, qui n'inquiètent pas les gens qui ont été pris la main dans le sac, comme cela fut le cas dans l'affaire Khalifa, qui envoie des liquidateurs comme celui de l'affaire Khalifa qui a brûlé 15 cartons de documents compromettants pour les barons du régime. Il n'y a pas de recours? Nous sommes obligés d'assister à ça sans réagir? Mais un recours devant qui? Mais justement, je pose la question. Qu'est-ce que nous devons faire? Mais la justice elle-même, les juges eux-mêmes, les procureurs eux-mêmes sont corrompus, mangent. Oui, justement. Mais alors, nous devons subir ça sans rien faire? Donc, nous n'arriverons pas, par les moyens entre guillemets politiques, par les élections, à changer de système, à demander des comptes à ceux qui sont en train littéralement de piller l'Algérie et à mettre ce pays... Mais le système est verrouillé, Brahim Younsi, que ce soit par les élections, que ce soit par les voies légales, que ce soit par la dénonciation. Le système est verrouillé, il est entre leurs mains. C'est eux qui décident. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait en arriver à la violence? Ils veulent pousser les gens à la rue? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais ils attendent effectivement que nous réagissions. Ils attendent effectivement qu'il y ait une révolution, une véritable révolution. Et, il ne faut pas exclure effectivement la question de la violence parce qu'elle aura lieu si nous continuons, si ce système continuait de cette façon-là. Il y aura de la violence. Merci Brahim Younsi, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Jilali Hajjaj, vous venez d'écouter Brahim Younsi. Mais c'est carrément, j'allais dire, c'est déprimant. Il n'y a pas de moyen de lutter contre ces gens qui ont fait main basse sur la justice? Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Jilali Hajjaj, je vous disais qu'on est là à regarder les bras ballants, ces gens en train de nous piller, de dévorer ce pays tout cru, de le détruire, de le tuer, et qu'on n'a aucun moyen de les contraindre, d'obliger cette justice à être ce qu'elle est censée être. Malheureusement, il y a très peu de moyens, et j'allais dire, et le champ des luttes, malheureusement, se rétrécit parce que d'une part, le pouvoir, avec toutes ses officines, et même parfois un certain nombre j'allais dire presque de milices, est en train de réprimer à tout va, aussi bien quelqu'un qui émet un avis sur Facebook que quelqu'un qui émet un avis sur un blog. Il y a une répression qui est vraiment féroce contre tous les militants qui veulent le changement au plan local, le changement au plan national, et donc il y a un contexte qui malheureusement est très défavorable à l'avancée des luttes. Ça c'est une réalité qu'il ne faut pas se cacher, et par ailleurs, le pouvoir mobilise de tels moyens pour encadrer, pour monopoliser, pour mettre la main sur la société, et les instruments qu'ils utilisent sont des instruments de corruption. La corruption, petite et moyenne, si je peux la qualifier ainsi, est en train de pénétrer des pans entiers de la société. La corruption pour le pouvoir est devenue un instrument de pouvoir et un instrument du pouvoir. La République est en danger parce que la corruption dans la République, c'est la corruption de toute la République. Et ça, il ne faut pas se le cacher. La société est en train d'être gangrénée quotidiennement dans les communes, dans les wilayas. Des citoyens par milliers se mobilisent pour arracher illégalement un lot de terrain, pour arracher des pots de vin, et c'est une gangrène qui est extrêmement dangereuse. La personne qui est en train de vous parler maintenant au niveau de son association,
c'est vraiment la répression à tout va, la répression du mouvement citoyen dans le Sud, la répression des militants contre le gaz de schiste. Merci, Gilles Hajjaj, je suis obligé de vous interrompre. Et là, on a un climat extrêmement malsain. C'est pour ça que je dis, s'il y a violence, malheureusement, cette violence ne viendra pas des démocrates, des républicains, des gens qui veulent défendre le pays. Elle viendra surtout de ceux qui voient leurs acquis mafieux, leurs acquis criminels, peut-être un jour remise en question. Voilà la réalité. Voilà la réalité du terrain. Elle est dure, elle est difficile. Merci Gilles Hajjaj. Je suis obligé de vous interrompre malheureusement. J'espère que vous serez des nôtres à l'avenir plus souvent pour parler de ces problèmes et de cette menace qui pèse sur la survie même de ce malheureux pays. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salama.